Bienvenue à Les Arts Vallée du Richelieu. Cette semaine, dans le cadre de l'émission, on vous présente un spécial cinéma avec la diffusion du film Les Ordres, un film de Michel Brault qui fête son 50e anniversaire cette année. Et d'ailleurs, il y a eu un grand événement qui s'est fait en cet honneur, soit ici au cinéma de Belleuil. Alors, parmi nous, il y avait Pierre-Carl Péladeau, également Marcel Sabourin, grand comédien de ce monde, Luc Gélina, l'organisateur de l'événement, et la directrice générale du cinéma de Belleuil, Nada Reeves. On vous emmène également un peu plus tard dans l'émission avec nous du côté de la maison Paul-Émile Bordua, où une exposition d'envergure est en cours. Bonne émission! On se trouve actuellement au cinéma RGFM en compagnie de la directrice, Mme Nada Reeves. Bonjour, Nada. Bonjour, ça va bien? Oui. On est chez vous ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Bien, ce soir, on présente l'événement, le film Les Ordres de Michel Brault. Ils fêtent leur 50e anniversaire en septembre cette année. Donc, ils l'ont refait, puis on le présente pour fêter son 50e anniversaire. On attend des artistes, on attend des députés, la mairesse de Belleuil, Pierre-Carl Péladeau. Donc, c'est vraiment un événement qui est lié à la semaine de la culture. Là, ça fait beaucoup de gens. Êtes-vous certain d'avoir assez de popcorn? Aucune inquiétude de ce côté-là. Mes employés sont vraiment efficaces. Non, je vous taquine. Oui, ça a vraiment l'air d'avoir assez de gens ici. On est dans un endroit on accueille rarement ou pas trop souvent ou même très souvent des événements dans des cinémas. Tu sais, c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on pense à un événement culturel, mais parlez-nous des événements que vous accueillez ici. Bien, ce qu'on fait assez régulièrement, on fait des questions-réponses avec les artistes ou les acteurs de films. Dernièrement, on a eu le film 1995 avec Ricardo Troggi qui est venu ici sur place répondre aux clients. On a eu le film Les Écorchés qui a été présenté dans les 6 RGFM avec les artistes qui étaient sur place. On va présenter ce soir Les Ordres. Le film Le Grand Vide s'en vient dans quelques semaines aussi avec une séance de questions-réponses pour les clients. Ça, les questions-réponses, comment les gens ils réagissent à ça de voir là, les acteurs en vrai? Les clients adorent ça. Vraiment, même, je vous dirais que la clientèle attend souvent cet événement-là pour venir au cinéma au lieu de venir le voir l'après-midi ou quoi que ce soit. Là. Les clients adorent ça. Souvent aussi, il y en a qui restent pour prendre une séance photo après avec les clients. Là. Fait que oui, c'est très, très, très apprécié par les clients. Et j'imagine vous devez être contente ou excitée de voir ça quand il y a de l'effervescence comme ça dans votre cinéma? Ah, c'est sûr que oui, ça change la petite routine des fois. Là, ça crée un high là, pour une journée occupée dans la semaine parce qu'habituellement, on fait ça les soirées plus tranquilles, comme un mercredi ou un jeudi. Habituellement, c'est plus tranquille, mais on fait ça ces soirées-là. Fait que ça apporte une belle clientèle. Là. Puis quand on présente des films plus de répertoire, que ça fait longtemps qu'ils ont été faits, puis est-ce que la clientèle est différente qui viennent vous voir? En général, c'est surtout les personnes retraitées qui viennent voir ce genre de film-là. Les lundis, exemple, on présente les cinémas répertoires. C'est ce qu'on appelle le 7e art, des films de 7e art. Puis la clientèle est quand même, on pourrait dire retraitée. Là. C'est facilement du 55 ans, 60 ans et plus qui viennent voir ce genre de film-là. Là. Puis pour moi, je suis dans la trentaine. Des gens comme moi, qu'est-ce qui gagnerait à découvrir des films qui ont été faits, ça fait plus longtemps, vous pensez? C'est de très bons films. Souvent, c'est ce qu'on appelle des chefs-d'œuvre, mais bon, les jeunes d'aujourd'hui sont un petit peu plus sur Internet, sur les séries, Netflix et compagnie. Malheureusement, c'est pas là qu'on présente nécessairement les meilleurs films. Là. Il y a beaucoup de bons films, mais c'est ça. C'est pas ce qui attire les plus jeunes présentement. Là. J'imagine qu'il faut rester un peu curieux pour découvrir des perles. Nous, à l'émission Les Arts, on aime rencontrer des gens qui font des métiers qu'on connaît un peu moins. Vous êtes directrice ici. Là. C'est un endroit un peu impressionnant. Racontez-moi un peu comment vous êtes devenue directrice ici ou qu'est-ce que vous trouvez d'excitant dans votre travail? Bien, moi, j'aime ça être occupée. Une journée en arrière d'un ordinateur, c'est pas pour moi. Fait que je peux faire autant de la gestion d'employés, de la formation,
C'est moi qui m'occupe de la projection en haut, qui fait le montage des films. Je fais l'horaire des employés, mais je peux être aussi en arrière du comptoir, aider mes employés pendant un gros rush, faire le popcorn avec eux autres. J'aime être sur le plancher, avoir le cue des clients des fois sur ce qui fonctionne moins, ce qu'ils aimeraient. Fait que je suis un petit peu partout. Je suis un peu... j'ai à peu près 5 bras puis 4 jambes là, des fois là, pour essayer de... Je fais tout. Je touche à tout. Ouais. Nada Reeves, c'est un plaisir de vous rencontrer. J'espère que vous allez passer une belle soirée ce soir. Et c'est déjà un plaisir d'être avec vous en votre compagnie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Je me trouve avec M. Luc Gélina, professeur en cinéma, qui a eu l'idée de ce rassemblement pour le 50e anniversaire du film Les Ordres. Bonjour. Bonjour. Ça vous est venu où, cette idée-là? Oui, bien, en fait, Sylvain, je l'ai déjà fait venir, donc Sylvain Brault, je l'ai déjà fait venir à l'intercollégial de cinéma pour interviewer Roger Frappier. On organisait un grand intercollégial au cégep de Sorel-Tracy. Et tout d'un coup, Sylvain me dit il y a une pièce qui a été formée inspirée du film Les Ordres, parce que ça va être le 50e anniversaire cette année. Puis le rapport de Mme Beaudoin m'avait beaucoup marqué cette année avec un comité. Donc, ils ont parlé, en fait, dans un rapport qui est sur la découvrabilité de notre culture à l'ère du numérique. Puis on se rend compte, en fait, que notre culture, elle est peu vue ou peu écoutée sur les plateformes numériques. Et j'ai lu un article dans un journal qui disait, mais tu sais, ça n'appartient pas juste au gouvernement de faire des initiatives pour la culture, pour la faire connaître. On peut, nous, faire aussi des initiatives dans notre quartier. J'ai contacté la famille Brault. Je leur ai dit, « Hey, qu'est-ce que vous diriez si on ferait le 50e anniversaire presque jour pour jour? » Parce que le film est sorti un 27 septembre. La première a eu lieu un 26 septembre. Puis là, ils m'ont dit, « Oui, on est partant. » Fait que j'ai contacté le cinéma de Belleuil. On l'a programmé mercredi le 25 septembre. On a fait venir Pierre-Carl Pellado puis Mme Beaudoin justement pour parler de pouvoir promouvoir notre culture. Puis c'est comme ça que l'idée est née. Une idée de génie. Oui. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce film-là en particulier est important pour la culture du Québec? Bien, en fait, c'est que c'est un moment de notre histoire. Octobre 70, il y a la loi des mesures de guerre. En fait, il y a 2 dignitaires qui ont été enlevés. Et là, on va lire, en fait, le manifeste du FLQ à la télé. Et on a la sympathie du public, tu sais, comme pour avoir une certaine indépendance face à ce qu'on est, parce que souvent, dans ce temps-là, c'était les anglophones qui gouvernaient et tout ça. Et donc, on a un mouvement qui veut être indépendantiste. Et là, il y en a qui commencent à faire des mesures un peu plus drastiques. Et au moment où il y a l'enlèvement, il va y avoir la mort de M. Pierre Laporte. Et à ce moment-là, le gouvernement fédéral va déclarer la loi des mesures de guerre qui suspend tous les droits des gens. Et 497 personnes vont être enfermées sans mandat. Ce que Michel Brault a fait, c'est qu'il a pris 50 témoignages de gens qui ont été faire de la prison, qui ont été arrêtés. Et donc, il nous raconte à travers 5 personnages les faits véridiques de ce qu'ils ont vécu. Et donc, c'est un film vraiment sur l'humiliation puis les droits suspendus des citoyens, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est si important que les gens voient ce film-là, qu'ils connaissent non seulement leur culture, mais leur histoire. Corrigez-moi si je me trompe, c'est un peu à la frontière entre le film et le documentaire. Est-ce que c'était révolutionnaire à cette époque? Oui, bien, en fait, il faut comprendre que nous, notre cinéma est né à travers le cinéma direct. Michel Brault, là, il est arrivé avec... Qu'est-ce qu'on veut dire par cinéma direct? Oui, le cinéma direct, en fait, c'est quoi? C'est souvent, on pense que le cinéma direct s'est apparu en disant « Hey, j'ai pris l'image et le son en direct. » Les Racketteurs, il y a un seul plan synchro. Le vrai cinéma direct, c'est ce qu'on appelle un cinéma de relation. Des courtes focales qui nous forcent à nous rapprocher des gens puis créer une relation avec les gens qu'on va interviewer. Et donc, caméra chambranlante à l'épaule, puis on rentre en contact. Il y a eu d'autres courants aussi, le Living Camera aux États-Unis, il y a le Free Cinema en Angleterre. Et ça a amené le drame social qu'on reconnaît aujourd'hui, peut-être dans les premiers films d'Inarutu, les films de Mike Lee. Donc, une caméra plus documentaire, mais dans la fiction, pour rendre ça un peu plus véridique. OK? Ça, c'est le cinéma direct. Et là, le film commence, si vous ne l'avez pas vu, 5 comédiens qui disent « Moi, je m'appelle Jean Lapointe et dans ce film, je vais jouer le rôle de... » Et donc, on dit exactement le rôle qu'il va jouer, puis c'est tous les faits véridiques de ce qui va se produire. C'est pour ça qu'on dit que c'est à mi-chemin entre le documentaire et la fiction.
Luc Gélina, je vous remercie d'avoir pris l'initiative de nous faire rassembler ici pour découvrir une œuvre qui a marqué notre Québec. Oui. Je vous en remercie une deuxième fois et je Merci. vous souhaite un bon visionnement. Merci, vous aussi. J'ai l'honneur d'être avec M. Pellado. Bonjour, M. Pellado. Bonjour. On est ensemble au cinéma pour le 50e anniversaire du film Les Ordres Les Ordres. de Michel Brault. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici aujourd'hui? Bien, écoutez, pour moi, Michel Brault représente énormément. J'en parlais encore tout à l'heure avec sa fille, Annick, qui est un petit peu, je pense, l'organisatrice de cette soirée. On se remémorait également aussi à Belleuil, donc ses funérailles. Ces funérailles ont été vraiment merveilleuses. Moi, ce que je voudrais vous demander, là, c'est qu'il y avait le projet Éléphant. Oui. Il y avait des centaines, des milliers de films de répertoire québécois qui traînaient sur des tablettes. C'est vous qui avez eu l'idée de numériser tout ça. Comment ça s'est passé, ça? Bien, écoutez, effectivement, donc c'est l'époque où la télévision numérique commence. On passe de la télévision, ce qu'on appelait à l'époque analogique, à la télévision numérique. Et à ce moment-là, on essayait de trouver encore davantage d'utilisation à partir de ce format technologique. Et la télévision numérique nous permet également aussi donc d'entreposer des émissions. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, alors à ce moment-là, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable, faire en sorte qu'on puisse rendre accessible le cinéma québécois. Mais ce n'était pas uniquement la numérisation également aussi, c'était la restauration. Alors il fallait prendre la pellicule en grande partie, faire en sorte justement de l'amener pour la restaurer afin qu'elle puisse dorénavant être inscrite dans l'histoire. Parce qu'une fois que vous avez numérisé du contenu, ben, je ne suis pas un chimiste, là, je ne suis pas un ingénieur, mais c'est sûr qu'une fois que c'est numérisé, sa vie utile va être beaucoup plus importante que celle qui peut exister en pellicule ou celle ou l'obligation de vous d'amener ça dans une espèce d'entreposage frigorifié ou un truc comme ça. Alors tout ça pour dire donc la restauration, la capacité de pouvoir le diffuser et de le rendre accessible le plus largement possible en protégeant nos œuvres québécoises. Alors c'est comme ça que c'est né. J'ai eu le privilège de travailler avec deux personnes, même plusieurs, là, mais deux personnes qui ont été, je dirais, la cheville ouvrière de ce projet. Donc Claude Fournier et sa femme Marie-Josée. C'est Claude qui identifiait et qui faisait en sorte également aussi de réparer le film, parce que lui, c'est un cinéaste. Marie-Josée, sa femme, c'est une productrice. Alors, ils ont fait un travail vraiment remarquable. Et aujourd'hui, si on a une bibliothèque numérique aussi importante, c'est pas des milliers, là, mais ce sont des centaines de films, c'est grâce à eux. Et grâce évidemment aussi à l'apport financier de Québécois, parce que ça coûte quand même assez cher. Hein? Faut récupérer le film, il faut le restaurer. Il y avait tout un travail. C'est pas juste Claude, là, il y a également aussi des techniciens qui sont appelés à travailler là-dessus. Donc, c'est une réalisation dont Québécois est extrêmement fier. Bien, grâce à vous, là, il y a des générations maintenant et à venir qui vont pouvoir regarder ces films-là puis sentir comment c'était avant, puis avoir cette expérience-là culturelle. De pouvoir justement, donc dorénavant, garder pour toujours notre cinématographie québécoise. Et ça, c'était pas évident précédemment. Alors aujourd'hui, bon, c'est le 50e anniversaire des Ordres, on va le projeter en salle, mais vous pouvez le trouver sur la bibliothèque d'Éléphant immédiatement lorsque vous rentrez à la maison. Si vous l'écoutez 2 fois, 3 fois, vous l'écoutez la semaine prochaine. Vous pouvez également aussi, si vous êtes un parent, de dire à vos enfants, bien, regarde, ça s'est passé, ça. C'est un événement qui a marqué le Québec, là, et ça s'est produit. Alors, merci Pierre Trudeau, parce qu'il en est quand même assez responsable, merci. Alors, ça a créé aussi un événement, je dirais, une aventure qui est celle donc du mouvement souverainiste, là, qui aujourd'hui est toujours aussi fort qu'il l'a été donc, il y a quelques années. Ça partait de quelque chose, ce sentiment-là. Il y avait un besoin de s'approprier quelque chose. Est-ce que vous pensez que ça fait partie de l'effervescence du mouvement, justement? Certainement, parce que ça a été un moment marquant.
qui a fait en sorte, parce que c'est une grande injustice qui s'est produite, là, on ne peut pas rester indifférent. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, Michel Brault, à ce moment-là, a été comme comparé à Costa Gavras, là, qui était aussi un grand cinéaste autour des coups d'État qui ont eu lieu dans d'autres pays, les pays européens, la Grèce notamment. Donc, oui, c'est un moment extrêmement marquant du cinéma québécois et de l'histoire du Québec. Monsieur Péladeau, c'était un plaisir de faire cette entrevue-là avec vous. Je vous souhaite un beau visionnement. Je vous laisse aller retrouver les gens ici. On a le privilège d'être en compagnie de Marcel. Comment ça va? Ça va très, très bien. Oui. C'est votre première fois au cinéma aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Mais... Non, je fais des farces. Vous connaissez... On en maudit de venir pour un film de Michel, tu sais. Ouais. Ben oui. Vous le connaissiez, vous, Michel Brault? Un grand, grand ami. On a tourné ensemble. On a tourné dans le bois. En le temps d'une chasse, je pense que c'était la première fois que je tournais avec lui, mais je le connaissais déjà d'avant. Et puis, ça a été... J'ai tout à coup trouvé une femme merveilleuse, puis c'était une grande amie des Brault et de Michel Brault et tout ça. Okay. C'était quel genre d'homme? Ah ben, c'est un gars... c'était quelqu'un qui connaissait très bien son affaire. Et il le savait. Alors, tu pouvais peut-être dire, « Hey, Michel, il me semble que ça serait intéressant de... » Non, laisse faire, Marcel. Non, laisse faire. Je le savais que ça serait mieux de sa façon. Ah ouais? Et les autres personnes qui travaillaient autour de lui, ils le savaient aussi. Que si Michel disait, « Ouais, mais là... on pouvait se fier à lui. C'est lui qui avait raison. » Vous aviez totalement confiance en lui. Son non-verbal vous donnait toute l'information nécessaire. Ben oui, il était tellement bon. Oui, je veux dire, la photo de Michel, c'est jamais à côté. C'est jamais à côté du personnage, de la situation. Ça te montre tel que tu es dans le personnage. Ça ne veut pas dire que c'est ton meilleur aspect, des fois. Si tu fais un Vera, ben tu as l'air un peu Vera. Mais, tu sais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu es avec un pro. Le mot pro qu'on emploie si souvent, tu sais, il n'y a pas de meilleur mot pour décrire Michel Brault sur un plateau. Comment il réagirait aujourd'hui en voyant tout le monde pour venir voir son film 50 ans plus tard? Est-ce qu'il serait gêné? Il serait content, excité? Il serait certainement pas gêné, mais il serait content, il serait heureux de voir que ce qu'il a fait, ben ça marche, etc., que ça rejoint le monde. Mais non, mais c'est ça. Mais non, mais tu sais, pour vous autres, c'est des gens de ta génération, c'est une affaire de rien. C'est sûr que ça va marcher, c'est Michel Brault ou ça. Mais les gens de ma génération, il n'y avait rien de sûr, hein? Tu sais, rien. On était dans le beurre. Quand tu voulais faire du cinéma, c'est pas du cinéma qu'il fallait faire, c'était de la télévision qu'il fallait faire. Là, tu étais connu. Mais du cinéma, il n'y a personne qui faisait ça. Tu sais, moi, j'ai fait dans les premières vues, 2 femmes en or, puis ça, c'est dans les premières vues qui se faisaient, puis j'accepte n'importe quoi. Aussi d'abord que c'était au cinéma. À la télévision, on leur faisait toutes, puis, ou presque toutes. Puis, mais, parce que je voulais me garder du temps, je ne voulais pas jouer au théâtre, je ne voulais pas jouer à la télévision, je voulais me garder du temps, faire des vues. Pourquoi? Parce que des vues, il n'y en avait pas. C'est simple, il n'y en avait pas ici, tu comprends? Je pense qu'il y avait 4 films qui s'étaient faits. C'est toujours le cinéma que vous avez voulu faire, rien d'autre? C'était rien d'autre à cette époque-là, oui. Après, ben, c'était une fois que le cinéma était établi, ben, je pouvais faire de la télévision, je pouvais faire n'importe quoi, mais c'était des vues que je voulais faire. C'est-tu drôle un peu? Ah non, mais quand je pense à ça, à chaque fois, je trouve ça bizarre. Je suis pas correct dans ma tête pour moi, là, tu sais, c'est tout. Vous aviez vu votre avenir, vous le saviez en dedans de vous que vous étiez fait pour ça? Oh, non, je savais rien. Oh non. Ça commençait. C'était tellement un balbutiement. Tu sais, si tu veux, on faisait ça. Moi, je lisais même pas le scénario pour dire oui au cinéma. Alors qu'à la télévision, Chris, je faisais attention. Ah non, ça m'intéresse pas. Mais aussi, non, je veux faire une vue. Il n'y en a pas qui existent. Moi, ce que je voulais faire, c'est des affaires qui n'existent pas. Alors, une vue, certainement. Quand? Où? Oui, mais on n'a pas assez d'arguments. Sacre. Ça serait-tu un conseil pour les jeunes, ça, d'avoir plus cette idée-là, prendre tout? Non, parce qu'ils ne sont pas au même moment de l'histoire du Québec et du développement des arts au Québec.
Qu'est-ce que tu veux? Nous autres, le théâtre, ça venait à peine. Le théâtre du Nouveau Monde n'était pas vieux à ce moment-là. Là. C'était le premier grand théâtre vraiment professionnel dans tout le Québec. Puis un des seuls au Canada, en plus. Je pense qu'il y avait 3 théâtres au Canada qui étaient professionnels, vraiment. Alors, tu sais, c'était nouveau. Tout était nouveau. La télévision, la même chose, c'était nouveau. Moi, ça m'intéressait moins. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je me le demande en te parlant. Pourtant, ça fait plusieurs fois que je dis ça. Mais je sais pas, c'est parce que tout le monde en faisait. Puis j'en avais fait pour enfants, puis j'en faisais pour enfants. Tout le monde, ça avait l'air facile à faire. Moi, ce que je voulais faire, c'était des affaires qui n'existaient pas, qui étaient difficiles. Tu comprends? Et les vues, ça n'existait pas. Et moi, j'étais allé à Cannes, j'avais 19 ans, j'étais en Europe pour étudier le théâtre. En quelle année? Oh, oui, ça fait en 1822, ou à peu près, 23, 24. Les chevaux? Peut-être. Oui, non, c'est... Avant les chevaux. Oui, c'était juste après les chevaux. Ah ouais. C'est un plaisir de discuter avec vous, M. Sabourin. J'en aurais pris encore longtemps. Je vais vous laisser retourner avec vos amis. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Puis je vous souhaite un beau visionnement. Bien, je vous souhaite un beau visionnement et tout. Merci. Bye. Comme je vous avais mentionné un peu plus tôt dans l'émission, nous allions aller faire un tour du côté de la maison de Paul-Émile Bordua à Mont-Saint-Hilaire. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance de me trouver avec une artiste quand même d'avant-garde. Il s'agit de Yolande Valiquette. Alors, bonjour Yolande. Bonjour. Et là, en ce moment, vous avez une belle exposition qui se trouve juste ici. Et ça a été une commande qui a été faite par le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. Oui, exactement. Donc, comment s'est passée cette commande-là? Un peu en coup de vent parce que j'arrivais de vacances et puis la directrice du musée est passée chez moi. Elle cherchait quelqu'un pour faire l'exposition dans cette salle-là, au rez-de-jardin. Elle voulait avoir des œuvres abstraites. J'ai dit, j'en ai pas, mais j'ai des choses semi-abstraites. Il faudrait venir voir tout ça. Alors, elle est venue chez moi, puis elle m'a pris tout le rez-de-chaussée chez moi. Wow! OK, fait que vous avez fait la sélection ensemble. Oui. Et finalement, ça donne une exposition qui se tient. Oui. Donc, on sent quand même les œuvres là, qui sont rattachées. Il y a beaucoup de nature, d'organique à travers tout ça. Oui. Expliquez-nous la vision de l'exposition. Moi, j'ai grandi ici. J'ai été formée par Gabrielle Messier, l'assistante d'Ozias Leduc. Alors, j'ai grandi dans la nature. Saint-Hilaire, c'était un village à l'époque. Aller à la montagne, c'était presque quotidien. Et donc, la nature m'a vraiment imprégnée. Et juste la force de la montagne aussi, c'est quand même assez probant. Et donc, ça vient tout seul. Les sujets inspirés par la nature viennent tout seuls. C'est ça. Et il faut dire aussi que vous avez passé plusieurs années dans l'Ouest canadien. Oui. Alors là aussi, là, de grandes montagnes, les arbres, la nature est là à 100 Oui, et les belles prairies où j'ai vécu, là, 22 ans. Et puis, j'allais faire mes randonnées dans les Rocheuses. Et les prairies aussi, c'est de toute beauté. C'est majestueux. Le ciel est incroyable. Et oui, alors c'est très, très, très inspirant. Et d'ailleurs, dans votre processus créatif, si je ne me trompe pas, il y a plusieurs de vos œuvres qui sont faites dans ces espaces-là naturels. Oui. Inspirée de, parce que je ne crée pas in situ, là, je crée dans mon atelier, mais toujours imprégnée. Et puis j'ai retrouvé des photos de choses comme Escape Blue, là, l'espèce on verrait une falaise, moi je vois une forêt pluvieuse et tout ça. J'ai retrouvé une photo de Mesa que j'avais fait dans un des déserts américains. Alors c'est fou comme tous nos voyages impriment des images dans notre mémoire tout part de là parce que moi j'arrive pas avec des idées très, 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 très arrêtées sur ce que je veux créer. Là, c'est en me mettant au travail avec quand même des idées, une atmosphère, quelque chose, un sujet que je vais développer, mais rien de particulièrement précis, puis ça se développe à mesure. Et ce que j'aime beaucoup de votre exposition ici, c'est le fait que plusieurs œuvres portent à interprétation et on peut y voir plusieurs choses. Oui. Donc, c'est très difficile même de savoir quel est le sujet principal parce que ça peut aller dans différentes variations. Oui. Comment est venue cette façon de faire à vous? D'abord, il y a mon regard à moi.
et qui est une interprétation de mémoire, d'influence, de ce que j'ai vu et tout. Et il y a aussi le regard du spectateur qui, pour moi, est très important. Puis je veux que cet espace-là soit créé pour que les gens puissent voir ce qu'ils veulent bien voir. C'est ça qui est important. Puis il s'agit, heureusement, si ça se passe, d'avoir des coups de cœur pour des œuvres. Et puis, mais faut que ça, moi, je trouve qu'il faut que ça parte du cœur. Alors, j'ai pas de problème à savoir que les gens voient une chose, moi j'en ai fait une autre. Moi, ça me dérange pas, là. À moins que j'aie fait une sculpture, puis c'est un bâtiment, là, c'est autre chose. C'est ça qu'on va voir, là, mais ouais. Et l'exposition, Oui. elle est en cours jusqu'au 27 octobre prochain. Oui. Alors, on a encore le temps de venir la voir. Oui. Donc, on invite les gens à la maison à venir voir cette exposition-là, juste à côté du Richelieu, à la maison Paul-Émile Borsuat. Eh bien, le cinéma aura bien été rempli cette semaine, dis donc. Bonjour à tous, ici Jimmy Hinault, votre chroniqueur cinéma local, et j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de 3 nouveaux films au cinéma RGFM Belœil. Pour bien commencer, nous avons le nouveau bébé de Sony Pictures, Venom, La Dernière Danse. La dernière partie de la trilogie avec Tom Hardy en tant que Eddie Brooke. Ici, nous retrouvons, comme je le dis donc, Eddie Brooke qui vit en ce moment même une vie de fugitif en cavale aux côtés de son fidèle compagnon Venom. Malheureusement, ils ne se font pas que poursuivre par les hommes, puisque même les symbiotes, la même espèce que Venom, continuent aussi à mettre leur grain de sel en les poursuivant aussi. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir vivants ou est-ce que ce sera pour eux leur dernière danse? Ensuite, nous avons le film Sourire 2, un nouveau film de Paramount Pictures, un thriller où nous retrouvons la sensation pop Sky Riley qui, bizarrement, se retrouve dans des situations des plus étranges et terrifiantes. Elle devra faire face aux démons de son passé afin de les affronter et de reprendre le contrôle de sa vie, tout ça en gardant le sourire. Et enfin, pour bien conclure cette capsule cinématographique, nous avons le film La bataille de Saint-Léonard, un film réalisé par Félix Le-Rose où que nous retrouvons dans les années 68-69 durant la grande bataille de Saint-Léonard pour la guerre linguistique. Ici, nous retrouvons Raymond Lemieux et Mario Baronne, 2 hommes venant de milieux modestes, mais pourtant oubliés des temps, qui se sont battus cœur et âme, même face à l'adversité de leur vie familiale et professionnelle, dans le but de gagner cette belle guerre linguistique. C'est même grâce à eux qu'aujourd'hui, le Québec a changé à jamais et qu'on a pu adopter la loi 101, la charte de la loi française. Voici la bande-annonce. Mesdames et messieurs, Raymond Lemieux. Raymond Lemieux, il a fait une vraie révolution, là. Tant que je ne serai pas derrière les barreaux, je continue à me battre pour l'avenir du français au Québec. Ils avaient une école bilingue. C'était un projet pilote. La commission scolaire demande la fin des écoles bilingues. Monsieur Mario Barone. Dobbiamo essere uniti. Mon père a dit, non, il n'y a pas question. On va se battre. Il était devenu une personne importante au sein de la communauté italienne à Saint-Léonard. C'est certain que sa présence dérangeait. Le but, l'objectif de ce mouvement-là, ce serait l'école française pour tous. Si on n'a pas notre bilingue, on ne peut pas aller dans n'importe où. La langue de la business à Montréal, c'était l'anglais. Là, j'ai vu des gens tomber autour de moi comme si c'était sur un champ de bataille. Je reçois des appels durant la nuit qui menacent tes enfants. Des bombes à la maison pendant que tu es dedans. Ils devaient être terrorisés. Mais mon père refusait de baisser les bras. Raymond Lemieux, il a fait prendre conscience d'un problème grave, puis qui a amené le PQ à passer la loi 101. Et on dit que la Révolution dévore toujours ses enfants, mais elle l'a dévoré. Merci à tous d'avoir regardé cette capsule cinématographique. C'était Jimmy Hinault et je vous dis à vos popcorn. Alors, vous voyez, la vallée du Richelieu est remplie de richesses culturelles et de divertissements en tout genre. Alors, je vous invite à vous aussi venir les découvrir.